Bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo consacrée à The Punisher sur Netflix. Je vous parlerai d'abord de mon avis sur les 6 premiers épisodes que j'ai vus pour l'instant, et ensuite je vous confierai mon analyse sur les références littéraires qui apparaissent dans la série, et oui, carrément. Sachez qu'il n'y aura pas de spoiler dans la première partie de cette vidéo, en tout cas, dans laquelle je vais vous dire ce que j'ai pensé de la première moitié de cette saison, qui compte au total 13 épisodes. Autant commencer avec les nouvelles qui font plaisir, je vous recommande vraiment chaudement The Punisher, et il faut dire que Marvel avait bien besoin de renouer avec la qualité suite au plutôt décevant Iron Fist et The Defenders. En effet, même si je suis moins sévère que certains pour Iron Fist, je suis le premier à dire que cette série souffrait beaucoup d'une mauvaise représentation de son personnage principal, et notamment d'un casting désastreux avec Finn Jones qui a le charisme d'un mollusque en pleine crise d'adolescence. Et heureusement, c'est tout le contraire pour The Punisher, dont la plus grande force réside certainement dans l'interprétation intense et nuancée que nous offre Jon Bernthal. Il faut savoir, comme il a pu l'exprimer dans certains late shows aux États-Unis, que l'acteur reste in character, donc dans son personnage pendant les tournages, et il le dit de façon très modeste, sans vouloir se la péter, il ne sait pas faire autrement. En gros, il se met dans le mal pour entrer dans la peau d'un personnage aussi torturé que Frank Castle, et le moins qu'on puisse dire, c'est que sa façon de vivre le personnage transparaît puissamment à l'écran. La crédibilité de cette interprétation se retrouve dans tous les aspects du personnage. En premier lieu, on pense évidemment à la rage meurtrière, à la violence qui habite Frank Castle, mais il y a bien plus encore. Jon Bernthal est aussi convaincant pour nous vendre le Punisher en machine de guerre. Physiquement, il est bien présent, je vous le confirme, mais il est aussi ce solitaire qui est sans cesse tourmenté par ses cauchemars intérieurs. Il parvient à être aussi asocial et cassant avec le principal second rôle que fragile et humain lorsqu'il discute avec une mère de famille en détresse. Vous l'aurez compris, pas la peine d'en rajouter je crois, Marvel et Netflix ont tiré le gros lot avec ce casting, un peu comme c'était le cas déjà avec Vincent D'Onofrio dans le rôle du Caïd pour Daredevil. Puisque j'ai commencé par l'interprète principal, autant poursuivre avec le reste du casting sans entrer dans les spoilers, je trouve excellent le développement de Micro et une classe certaine à Amber Rose Reva dans le rôle de Dina Madani. Je dois noter au passage le tout petit rôle de Shoré Agdashloo dans le rôle de la mère de Dina, une actrice qui tient un rôle déterminant dans l'excellente série SF The Expanse, à laquelle je consacrerai tôt ou tard une vidéo à part entière. On retrouve aussi Ben Barnes dans le rôle de Billy Russo. Je l'avais découvert personnellement dans Westworld, et il continue à jouer de cette espèce de charme ambigu, on ne sait pas trop quoi penser de lui. Je dois dire qu'au bout de 6 épisodes, j'attends encore de le voir exprimer une véritable intensité, mais je pense que c'est aussi l'arc narratif de ce personnage qui veut ça. Concernant le rythme de la série, et j'ai même envie de parler d'impact plutôt que de rythme, vu l'importance des armes à feu dans l'histoire, je dois dire que j'ai été cloué sur place par le premier épisode. À mon grand étonnement, j'ai lu que certains critiques avaient été très inquiets pour le reste de la série en voyant ce premier épisode, mais moi c'était tout le contraire. Je peux même rajouter, en étant parfaitement honnête avec vous, que j'ai pris plus de plaisir à regarder ce premier épisode de The Punisher que tout le début de la saison 8 de The Walking Dead. Alors oui, certes, l'épisode prend son temps, mais la vache, quand ça pète, c'est pas pour faire semblant, on a vraiment le Punisher à l'écran, avec tout ce que cela implique de violence qui fait forcément débat. Pour la suite, je dois bien reconnaître que la série prend un peu trop son temps sur certains épisodes et qu'on perd en intensité par rapport au premier, en tout cas de mon point de vue. Mais je dois quand même relativiser pour qu'on se comprenne bien, je dois vous dire que je me suis jamais ennuyé face aux 6 premiers épisodes de ce début de saison, même si, et c'est un peu le problème récurrent des séries Marvel, et pas seulement des séries d'ailleurs, j'attends toujours l'apparition d'un méchant charismatique. Et oui, il faut bien dire que la question des méchants est assez récurrente dans tout ce qui est films et séries de super-héros, que ce soit Marvel ou DC, et c'est assez bizarre quand on y pense, puisque des bons méchants, ce n'est pas ce qui manque dans les comics. Quoi qu'il en soit, et comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, il n'y a que Wilson Fisk alias le Caïd et Zebedia Killgrave alias l'Homme Pourpre qui ont su être à la hauteur de mes attentes pour l'instant dans l'univers Marvel. Là où The Punisher parvient aussi à marquer des points, c'est dans sa volonté affichée de réalisme et d'imbrication de son propos dans des questions très actuelles de la société américaine. Alors évidemment, il ne s'agit pas là d'une approche quasiment documentaire comme pouvait en proposer The Wire, mais la question de la violence, de sa pratique, de la marque qu'elle laisse sur les hommes est traitée avec attention. En toute logique, cette question va de pair avec celle de la réinsertion des anciens combattants dans la société civile. Alors oui, le thème n'est pas nouveau, mais il faut dire que l'histoire de Frank Castle se prêtait particulièrement à son traitement. Au final, la guerre, lorsqu'on la ramène à l'échelle de l'individu, ce n'est jamais rien d'autre qu'une forme de meurtre institutionnalisé et légalisé, pas étonnant que les soldats en ressortent traumatisés. La série va aussi piocher dans l'actualité politique de ces dernières années en pointant les manipulations de la vérité dès qu'on parle de guerre et le devoir de ceux qui ont accès à des données classées mais compromettantes, on pense évidemment à Edward Snowden.
Même si la série n'évite pas quelques clichés de ci de là, on peut dire que ce contexte réaliste, même d'un pessimisme réaliste, colle bien avec l'univers sombre de son anti-héros. Allez, maintenant il est plus que temps de passer à la partie analyse qui comprendra bien sûr des spoilers, vous êtes prévenus. Comme vous l'aurez compris, il y aura au moins une autre vidéo qui sera consacrée à cette série quand j'en aurai terminé le visionnage, mais pour celle-ci, la première, il me semblait très intéressant de revenir sur les influences littéraires de la série, et oui, en effet, les influences littéraires, car le seul loisir que s'accorde Frank Castle consiste à la lecture. Et bien évidemment, le choix de ces lectures est très révélateur, aussi bien sur le personnage lui-même que sur les intentions de la série. Et le premier livre qui apparaît entre ses mains à l'écran est Moby Dick, la quête vengeresse d'un homme, le capitaine Ahab, qui est obsédé par la chasse d'une baleine tueuse. Ce que cela nous dit sur Frank Castle, c'est qu'à trop vouloir saisir l'idée du mal absolu et la pourchasser, c'est l'homme lui-même qui finit par sombrer. Que ce soit pour Frank ou pour Ahab, leur quête de vérité les entraîne dans les ténèbres. Pour aller plus loin, on peut même se demander si la force qu'il croit combattre en pourchassant cette baleine n'est peut-être pas déjà tapie à l'intérieur de son être. Dit autrement, en traquant les criminels, ce n'est sans doute plus une vengeance ou une croisade que le Punisher poursuit, mais plutôt la part d'ombre qui l'habite depuis longtemps du fait de son passé. Passons au deuxième ouvrage que l'on voit entre les mains de Frank, qui est donc un lecteur assidu, et il s'agit de La Fêlure de Francis Scott Fitzgerald. Dans ce recueil, l'écrivain Fitzgerald, à qui on doit notamment Gatsby le Magnifique, évoquait ses propres difficultés à être au monde. Comme chez Frank Castle, il y a quelque chose de brisé à l'intérieur de son être, mais aussi une profonde rupture entre lui et le reste du monde. Il faut savoir que la toute première phrase de La Fêlure dit ceci: « Toute vie est bien entendu un processus de démolition ». Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que cela fait tellement écho à la situation de Frank Castle tel qu'on le retrouve dans le premier épisode, en train d'abattre des murs sans autre but que d'exprimer sa rage contre une réalité qui lui a enlevé ses illusions de bonheur. Quant à la toute dernière phrase de La Fêlure, elle dit « J'essaierai d'être un animal le plus correct possible, et si vous me jetez un os avec assez de viande dessus, je pourrais même être capable de vous lécher la main. » Voilà encore qui correspond tellement à la situation du Frank qu'on retrouve dans la série, cette espèce d'animal traqué qui est obligé de revêtir des semblants d'habits d'humanité pour se fondre dans la foule. Et comme Frank l'exprime lui-même dans un dialogue émouvant avec David, il a une vision idyllique et reconstruite de ce qu'était son bonheur familial. Mais en réalité, peut-être que déjà, à l'époque, il vivait dans une illusion de bonheur. Il portait déjà en lui cette fêlure, peut-être depuis tout jeune, et en tout cas depuis qu'il avait goûté à la vie de soldat, et de son propre aveu, la préférait parfois à sa vie familiale. Un peu plus tard, on retrouve Frank Castle avec un choix de lecture qui peut paraître un peu étonnant de prime abord. Attention, je vais prendre ma respiration pour tenter de le dire d'un seul coup. Le titre, c'est Cyborgs and Barbie Dolls, Feminism, Popular Culture and the Post-Human Body. Et tout le propos de ce livre consiste à souligner que la façon actuelle qu'on a d'aborder l'image et le corps nous a fait basculer dans une sorte de simulacre qui nous masque la réalité. Cette lecture nous révèle donc que Frank Castle s'intéresse non seulement aux représentations du monde, à la place de la femme, ou encore aux questions de société tout simplement. Au regard de certains dialogues de la série, il me semble pertinent de se dire que Frank Castle considère que certains d'entre nous vivent dans un monde refabriqué et aseptisé pour en ignorer la violence primitive que lui porte gravée dans sa chair. Pour venir soutenir cette affirmation, je vous invite par exemple à repenser à l'opinion qu'exprime Frank Castle concernant les médias et Internet en particulier. Et c'est aussi un thème qu'on le retrouve nettement lorsque David Lieberman doit finalement s'extraire de son monde d'écran pour venir se salir les mains et se confronter à la puanteur de la mort violente. Enfin, le dernier livre évoqué, en tout cas dans les 6 premiers épisodes de la série que j'ai vus jusqu'à présent, on a The Life of Pi, ou l'histoire de Pi. Évidemment, attention aux spoilers pour le film qui en est l'adaptation si vous ne l'avez pas vu. Pour rappel, ce livre est d'abord évoqué par la petite fille de David, et ensuite on voit David lui-même le lire pendant que Frank est parti à la recherche d'un ancien compagnon d'armes. Dans l'histoire de Pi, le tigre métaphorique présente un choix entre croire et désespérer face à l'horreur de la condition humaine. Le personnage principal, Pi, doit non seulement survivre physiquement, mais aussi spirituellement, en parvenant à donner un sens à l'horreur dont il est non seulement le témoin, mais aussi l'acteur. Afin de dépasser un traumatisme, il s'agit de croire, de donner un sens, pour aller au-delà d'une situation insoutenable dans laquelle l'être humain est réduit à sa version la plus violente et primitive. Alors évidemment, on comprend tout de suite que cette façon de préserver son esprit, de ne pas sombrer, serait très précieuse à Frank Castle après tous les traumatismes qu'il a subis. Et si on reprend la métaphore de l'histoire de Pi, on pourrait dire que Frank est Pi et que le Punisher est son tigre. Et le problème de cet anti-héros, c'est qu'il est presque devenu exclusivement le tigre à force de cohabiter avec lui. Frank refuse de s'autoriser à croire ou à vivre dans une simulation de réalité, et du coup, il sombre.
Et pour se remettre à vivre et non plus seulement à survivre, il ne faut pas que Frank oublie la part d'émotion et d'humanité dont on a tous besoin. Cette part d'émotion correspond à l'orang-outan dans l'histoire de Pi, et dans The Punisher, on peut la retrouver dans la sollicitude exprimée par Karen lorsqu'elle se demande s'il y aura une vie après tout ça pour Frank. Et d'une certaine façon, ce lien humain, on le retrouve aussi tout doucement en train de se retisser dans les relations entre Frank et la famille de David. J'aurai l'occasion, bien évidemment, rassurez-vous, de revenir sur une analyse peut-être plus premier degré de l'histoire dès que j'aurai terminé la série. Si le contenu que je vous propose vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un pouce en l'air, de partager la vidéo éventuellement, hein. Et puis je vous dis à très bientôt, à vendredi a priori, pour Viking.